si pendant ma transaction, là, qui va durer 3-4 mois à cause justement des délais de financement, et si les conditions se détériorent, il faut que je travaille avec un créancier qui a la flexibilité de m'offrir une balance de vente ou de m'autoriser une balance de vente. Exact. Bonjour, bienvenue à mon nouveau podcast, La Pointe de l'immobilier, dédié spécialement à l'immobilier commercial, multilogement, des terrains. Au passage, on va parler bien sûr d'entrepreneuriat, de mindset, parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Et puis, je suis avec mon invité aujourd'hui, nul autre que François Gagnon. Salut Sam. Salut François. François qui est courtier immobilier chez PMML, une sommité. Que j'apprécie beaucoup travailler avec lui. Donc, aujourd'hui, on va parler de différentes choses. Balance de vente. On va parler aussi des différents secteurs chauds dans l'ensemble du Québec. Puis, bref, voilà. François Gagnon, mon Shakespeare de l'immobilier. Merci. François a toujours des belles phrases puis des beaux... je sais pas comment le dire. Là. Des belles expressions. Des belles expressions, merci. Des belles expressions pour bien décrire le marché immobilier. Très théâtral. Puis dans le fond, c'est ça qui est cool parce que tu es un storyteller de nature. Puis là, on parlait justement avant d'entrer en ondes, les secteurs chauds, où investir. Puis tu as dit comme les secteurs chauds, c'est partout. Là, il y a une espèce de parité là, qui s'est installée à travers tout le Québec. On le voit là, de plus en plus. Puis... on l'a vu avec Gatineau qui est venu rattraper le marché, par exemple, de la rive nord de Montréal, Laval, Montréal. En fait, ce qui va faire d'un secteur un secteur chaud, c'est plutôt ses actifs ou ce qu'on peut voir comme territoire qui enfin est disponible à la construction. Ça va en faire un secteur chaud. Parce que, à mon avis, un des meilleurs actifs à acheter en ce moment, c'est évidemment des immeubles multirésidentiels neufs. Plus de liberté de gestion. On va avoir une qualité de clientèle normalement qui va suivre le loyer qui est évidemment plus élevé pour suivre les coûts de construction. Exact. Donc, pour moi, cette classe d'actifs-là, elle est à cibler. Elle est sous mon radar, sous le radar de plusieurs de mes investisseurs. Et puis, plus gros va être le territoire à bâtir, plus on va en faire un territoire sous le radar. Absolument. Absolument. Moi, je suis beaucoup Lanaudière, Rive-Nord, puis Laval même. Puis honnêtement, je vois des grues partout. Ça se construit vraiment. Il y a une belle densification qui se fait. Il y a du neuf en masse. On parle beaucoup de coûts par porte dans le neuf. Puis honnêtement, je pense que c'est peut-être... On arrive à une époque où je pense qu'il faudrait peut-être pas arrêter de te regarder ça, mais tu sais... Le coût par porte, c'est relatif aux revenus. Je veux dire, c'est normal que les coûts par porte ils augmentent. Les revenus sont plus gros. On achète un immeuble parce qu'on veut du revenu locatif. Exact. Et c'est sûr que si maintenant, un 4,5 neuf à Laval se loue 2000 $ par mois au lieu de 1200 il y a quelques années, mais c'est normal que le coût par logement est pratiquement doublé. Oui, c'est ça. En plus des coûts de construction qui ont augmenté. Puis il faut que les gars fassent fonctionner le projet. Donc, il faut que les revenus suivent. Puis, étant donné qu'il y a une pénurie, un shortage dans l'offre, la demande est tellement élevée que oui, les gens se retrouvent à être obligés de payer 2000 $ par mois pour avoir un très beau 4,5 neuf, digne de eux. Puis, ils sont prêts à le payer parce que c'est un logement de qualité. C'est ça. Je vais prendre un revenu de 2000 par mois fois 24 logements. On prend un petit 24 fois 12. On est à 576 000 de revenus par année. Mais là, une moyenne là, de 15 fois les revenus. Ça fait 8 640 000. Divise ça par 24. Tu as 360 000 la porte. Fait que là, on va dire 360 000 la porte, c'est cher. Je veux dire, pas tant, là. Pas tant. Puis il faut quand même calculer aussi une période d'ajustement du loyer sur 5 ans à l'intérieur du cadre réglementaire. Donc, ça permet une belle liberté là, de gestion pour n'importe qui a l'argent pour acheter un immeuble neuf. Ah oui, c'est ça. Puis là, il y en a beaucoup qui ont de l'argent. Il y en a beaucoup qui ont refinancé. Qui, là, ils veulent faire des acquisitions. L'optimisation, c'est peut-être pas pour eux autres dans le sens d'optimisation. Je parle dans le use, là. Moi, sérieusement, si j'avais de l'argent,
beaucoup d'argent, je me lancerais plus dans l'activité de la détention d'immeubles neufs que nécessairement dans l'optimisation. Quoiqu'il y a des gens qui aiment vraiment ça, l'action dans la vie, puis être très actifs dans leur investissement. Donc, l'optimisation, c'est pour eux. Ouais. Mais quelqu'un qui a le goût d'être plus en mode gestion, en mode je dirais, refinancement, mais sur une plus longue période, l'actif neuf est encore définitivement pour eux, surtout s'ils ont une belle position liquide. Absolument. Absolument. Puis ça revient à définir son profil d'investisseur. Tu sais, définir son profil d'investisseur, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui veulent, qui sont dans le marché ou qui veulent se lancer dans le marché, puis finalement, vous y entendent partout que l'optimisation le use, mais c'est une job, là. C'est toute une job, là. Ça prend tout qu'un entourage pour réussir à mener à terme un projet d'optimisation. Ça prend de la patience, ça prend énormément de résilience, ça prend des autorisations, ça prend de la patience avec les délais, ça prend un bon plan de contingence quand les imprévus vont arriver. C'est pas n'importe qui peut s'improviser optimisateur. Non, certainement pas. C'est sûr que de prendre peut-être un 6plex, là, puis dire que j'optimise un 6, c'est une chose, là. Tu sais, ça peut, à petite échelle. Mais encore là... tu sais, si tu le fais à l'intérieur du cadre réglementaire, là, ça peut être un très bon défi là, pour rentrer dans ton argent ensuite de ça. Puis t'es mieux d'avoir de très bons contacts au niveau de la construction, de la main-d'œuvre. C'est pas facile. Honnêtement, non. C'est pas facile. Donc, tu sais, surtout en ce moment, on est dans une période où il y a beaucoup de choses qui sont instables. On rentre dans une nouvelle réalité d'investissement. Je dirais aux gens qui veulent faire leur entrée dans le marché immobilier d'avoir des partenaires expérimentés. L'expérience, là, vaut beaucoup d'argent en ce moment. Oui, c'est clair. Oui, c'est ça. Et ceux qui veulent rentrer... Puis des partenariats, parlons-en, des partenariats, un bon partenariat, c'est important. Tu sais, tu veux pas prendre n'importe qui. Tu veux, avoir une bonne convention d'actionnaires. Parce que là, en ce moment, j'ai des immeubles que j'ai mis en vente, exemple, puis là, c'est pourquoi? Parce que les partnerships ne marchent plus, tu sais. Les gens s'en vont sur 2 planètes différentes, là, tu sais. Ils n'ont pas les mêmes visions, là. Je suis d'accord avec toi. Les partenaires, je pense qu'il faut d'abord et avant tout bien définir qui va faire quoi et surtout que tout le monde soit rémunéré pour ce qu'ils font. Ouais, ça, c'est ça, bon, je pense que c'est la clé. Parce que si quelqu'un a l'impression d'en faire plus que l'autre, puis qu'en plus de ça, tout se fait sur une base d'équité égale, sans être rémunéré de part et d'autre, oui, ça se peut qu'il y ait des partenariats à un moment donné qui commencent à prendre le bord. Oui, parce qu'il y en a un qui va finir par botcher parce qu'il va dire « Moi, je suis pas assez payé pour ça. » Fait qu'il va botcher un peu sa partie à lui, puis c'est ça qui va faire à un moment donné chier le deal. Effectivement. Mais bon, regarde, écoute, je pense que l'immobilier en ce moment et les gens qui sont encore actifs sont les gagnants de demain. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. J'ai l'impression qu'on a en ce moment aussi des gens qui sont très résilients et très créatifs dans leur façon d'amener des nouveaux produits sur le marché. Je pense, par exemple, au co-living. Le co-living, c'est absolument fascinant comment ça peut être inspirant, en fait. Tu sais, tu peux avoir, disons, un triplex, tout simplement. Un petit triplex qui génère 3 revenus. Mais tu divises ça en chambres, tu fais un bon concept de gestion, tu présentes ça, disons, un produit étudiant, si par exemple tu as université ou cégep dans le même secteur. Puis là, finalement, tu peux transformer, disons que c'était des 5 chambres, tu transformes ton triplex de 3 revenus à 15 revenus. Bon, évidemment qu'il y a toutes sortes de façons de faire ça. Mais quand même, je pense que ça, le co-living, c'est un concept qui va prendre de plus en plus de place parce que ça permet à des gens de vivre ensemble dans un appartement, pas nécessairement des gens qui se connaissent. Chacun a sa chambre barrée. Tout le monde a ses services. Mais ils vont partager une cuisine à 5 personnes au lieu de partager une cuisine comme dans une maison de chambre à 15 personnes. Donc, c'est une façon originale maintenant de faire de l'optimisation. C'est sûr qu'après ça, il peut y avoir toutes sortes de débats sur comment on va financer ça et ainsi de suite. Ouais. Mais bon, ça peut être une bonne idée de faire quelque chose comme ça.
Mhm. J'ai même du monde qui ont commencé à faire, je ne donnerais pas des places parce que là, ils ne seraient pas contents, mais dans des endroits où ce que tu dis, tu sais, il fait du Airbnb, c'est du, mais tu sais, de luxe, là, tu sais, vraiment, il a rénové des beaux condos super sharp dans un secteur, genre, que tu fais comme, tu penserais jamais que l'Airbnb marcherait là-bas, puis tabarouette, ça marche tellement que là, il va faire une extension, puis il va en faire d'autres, puis c'est ultra cash flow son affaire. Il y a la demande pour ça. Fait que c'est toutes des niches de même. C'est intéressant ce que tu dis. À Joliette, j'ai un client qui l'a fait en co-living, justement, un beau projet. Un immeuble qui était complètement délabré, que, tu sais, il y avait la contamination. Ça a été toute une transaction. Puis là, récemment, je suis retourné voir son projet. Puis il a fini, il a fait du co-living en dedans. Tout ça. En bas, c'est du coworking, puis en haut, c'est du co-living. C'est sharp au bout. Ah, c'est absolument génial. Si on parle d'autres classes d'actifs qui se démarquent en ce moment plus que jamais, mais c'est évidemment un immeuble vacant. Mm-hmm. Donc, on voit que c'est extrêmement valorisé là, par ceux qui sont des pros de l'optimisation. Ouais. Parce qu'évidemment, on saute une des étapes qui est celle d'avoir à dealer avec les locataires en place. Alors, quand c'est vacant, on voit que ça se paye beaucoup plus cher en ce moment que ça ne s'est jamais payé dans le passé. Puis on peut comprendre pourquoi, parce qu'un immeuble vacant nous permet vraiment là, d'arriver avec un produit c'est une toile plus blanche. facile à rénover. Mm-hmm. C'est ça, exactement. C'est une toile blanche. On a plus de facilité à le rénover, plus de contrôle sur les coûts. Puis évidemment que la qualité ensuite de ça est au rendez-vous. Parce que souvent, en plus de ça, on va aller améliorer son efficacité énergétique, soit avec de l'isolation, isolation supérieure, insonorisation supérieure pour la qualité de vie, des nouvelles fenêtres, des nouvelles portes. Ensuite de ça, le design contemporain, le design moderne, la configuration, la nouvelle configuration des appartements. Tout ça mis ensemble, là, ça donne un projet d'une extrême grande valeur, mais surtout d'une extrême qualité. Exact. Puis les gens cherchent ça. Tu sais, il y en a qui cherchent des beaux logements. Là. Tu sais, ils cherchent ça, des logements avec, comme tu dis, là, l'insonorisation, ça c'est un gros problème là, dans les vieux immeubles. Tu sais. Je le dis tout le temps, le parc immobilier au Québec a été majoritairement bâti dans les années 1900, mettons à Montréal, 1920 à 60, mettons. Là, ça a été comme un gros boom. Là. C'est des vieux immeubles. Là. Fait que, à Montréal, on vend beaucoup de 1950-60. Ben, c'est donc, c'est pas mal là que c'est arrivé. Mm-hmm. J'avais une question. Penses-tu que les gens en ce moment recherchent plus le prix ou la qualité? La qualité, sans contredit. Sans contredit. Pourquoi là, tu penses que le neuf est plus en demande? Puis pourquoi le neuf est plus en demande? C'est parce que c'est de la qualité. C'est drôle, hein? Parce que quand on regarde les médias, on n'entend pas parler de la qualité. On entend juste parler du prix en ce moment. Oui, c'est ça. Du prix, mais pas de la qualité. Mais peut-être qu'on entendrait moins parler du prix si les gens déménageaient moins parce qu'il y avait des logements de qualité. Mm-hmm. Tu sais, là, c'est sûr qu'on pourrait s'attaquer à une refonte du système qui existe depuis 30-40 ans, mais c'est sûr. Ce que je trouve extraordinaire en ce moment des gens qui sont résilients en immobilier, donc qui vont trouver des façons de continuer à acheter des immeubles puis de créer de la valeur, c'est justement qui orientent sur la qualité. C'est pas des gens qui pensent nécessairement à faire des très grands profits. Ils pensent surtout, d'abord et avant tout, à amener un logement de qualité sur le marché. Puis oui, ils sont capables, avec leur cerveau collectif, de bien financer ça, de tirer leur épingle du jeu, puis évidemment de faire un peu d'argent. Mais c'est pour ça qu'ils sont capables de livrer de la qualité. Puis créer des milieux de vie. Les gens veulent habiter aussi dans des endroits où ils ont un milieu de vie. Récemment, moi, j'ai une maison, puis je pensais peut-être m'en aller dans une tour à condo pour différentes raisons, parce que je veux voyager, mon style de vie est un peu différent, je veux avoir moins d'entretien. Mais je cherchais quoi? Qu'est-ce que je cherchais? La qualité, puis un milieu de vie. Fait qu'il y a un environnement où justement j'ai tout à proximité. Fait que je pense qu'on s'en va vers ça. Absolument. Moi, d'après moi, moi, je suis un fan de petits appartements. J'adore ce qui est tout studio, ou très petit 3,5. Puis si j'avais des concepts urbains à faire, bien évidemment que j'irais vers des plus petits appartements, mais avec un petit peu plus d'air commune à travers l'immeuble.
Ouais. Donc, des endroits où les gens là, peuvent prendre l'air de leur appartement, peut-être rencontrer d'autres locataires dans le lobby ou dans un salon. Il pourrait y avoir même 2-3 aires communes. Ça va avoir... C'est une tendance, évidemment, qui a surtout pris de la vitesse avec toutes les dernières années, là, la COVID. Ouais. Mais je pense que c'est là pour rester. Même dans le domaine hôtelier, j'ai vu récemment un concept. Écoute, les chambres dans lesquelles on était en couple, 142 pieds carrés la chambre. C'est vraiment pas grand. Ben non. Avec un lit immense au bout de la chambre. Avec une douche, toilette vraiment là, très petite. Okay. Mais le but de ça, c'est qu'une fois là, que toi, tu es prêt là, à sortir, puis que ta blonde, elle en a encore à 15-20 minutes à virer, ben, tu t'en vas en bas, il y a un bar, il y a un salon, tu peux jouer au pool, au ping-pong, tu peux prendre un journal, rien, à regarder par la fenêtre parce que tu es en voyage. C'est extraordinaire, ces heures-là où on peut socialiser. Donc, on réalise qu'on a de moins en moins besoin, quand on est en milieu urbain, d'espace à habiter. Donc, moi, c'est vraiment pour ça là, que je valorise beaucoup les projets où on a une petite superficie par appartement. Oui, exactement. Favoriser d'abord, en plus, c'est ça, là, comme tu dis, l'échange entre les autres habitants de l'immeuble ou du quartier. Fait que créer une vie sociale plus que d'être dans ton appartement, finalement. Là. Exact. Donc, c'est bon, ça. Fait que ça, c'est toutes des nouvelles tendances qu'on va voir arriver. Pour tout ce qui est... regarde... les problèmes qu'on vit en ce moment dans la crise du logement, ben, je pense que la solution peut être ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est sûrement pas le premier pays ou la première province à avoir une crise du logement. Ben non. On peut peut-être regarder de l'autre bord de l'océan, en Europe, voir comment ils ont géré ces choses-là. Parler un petit peu plus constructivement des solutions plutôt que de tapisser les médias de gens qui vont être à la rue. C'est ça. Malheureusement, il y en a toujours eu des gens à la rue. On veut limiter ça le plus possible. Mais ce serait fun aussi qu'on parle de qualité pour la majorité des gens qui, eux, sont capables d'avoir un travail, d'avoir un appartement décent et compagnie. Ben, c'est ça. Moi, d'ailleurs, justement, je suis en train de faire une optimisation d'un immeuble. Puis, dans le fond, le premier critère que je veux dans cet immeuble-là, c'est la qualité. Les gens, en ce moment, dans l'immeuble, ils vivent dans des logements qui sont vraiment maganés. Tu sais, c'est quoi? C'est le fun d'avoir une belle qualité d'environnement dans laquelle tu habites. Fait que mon premier critère, c'était ça. Je voulais augmenter leur qualité de vie. Il y a des enfants tout ça, qui restent là-dedans. On va arranger les logements, tout ça. Tu sais, bon, oui, c'est sûr qu'ils vont payer un peu plus cher. Il y a un coût relié à ça. Mais... Tout est une question d'en avoir pour son argent. That's it. Donc, quand les gens en ont pour leur argent, ben, il n'y en a pas de frustration. D'ailleurs, tantôt, on parlait d'actifs neufs. Ben, on le sait là, qu'un locataire d'un immeuble neuf, nouvellement construit, est toujours beaucoup plus exigeant, étant donné le prix qu'il paye, qu'un locataire dans un immeuble existant qui reste là déjà depuis plusieurs années, puis qui, même des fois, peut avoir un plafond qui a été percé parce que ça a coulé il y a 2 ans et qui n'est pas réparé encore. Ça, j'en vois beaucoup. OK, oui, malheureusement. Oui, c'est ça. Encore là, je pense qu'on devrait axer sur la qualité. Tu sais, peut-être qu'au Québec, on est dû aussi pour avoir un peu plus d'éducation sur l'habitation. Comment se comporter en habitation? Qu'est-ce qu'on devrait viser? Est-ce qu'on devrait viser juste un prix ou est-ce qu'on devrait viser la qualité? Je pense qu'encore une fois, si on visait la qualité et qu'on permettait à tout le monde de produire de la qualité puis d'en recevoir, ben c'est sûr que ça passerait par un changement réglementaire. Et encore une fois, on évoluerait dans le bon sens. Ça, je pense que les villes s'en viennent un peu avec ça. Là. Je pense que les villes ont de plus en plus compris que... Parce qu'on parle beaucoup de densification de ce temps-ci. Parce qu'on va arrêter l'étalement urbain parce que ça coûte cher en infrastructure. Là. Puis là, tu sais, Montréal, c'est sûr, ça a toujours été bien... Je parle pas de Montréal, je parle des autres villes, là, peu importe. Mais c'est ça. Fait que là, les villes sont en train de changer tranquillement puis d'accepter les projets de densification qui vont permettre justement de faire plus de logements de qualité. Parce que où je vais en venir avec ça, c'est que ça part du terrain. Là. Puis c'est difficile là, parce que les terrains coûtent cher, tu sais. Ben, il coûte cher. Puis là, il y a toutes sortes de nouveaux frais ou taxes. Bon, peu importe la nomenclature, ça reste de l'argent supplémentaire qui devient un soft cost supplémentaire qui, forcément, va se retrouver dans le coût du loyer. Donc,
On est comme contre-productif de cette façon-là. Je suis convaincu que si tu es invité à m'emmener à un de tes podcasts, un constructeur qui a fait plusieurs projets, il y aurait probablement d'autres types d'alternatives ou d'options que des frais et des taxes supplémentaires pour contribuer à l'infrastructure. Tu sais, déjà, on le voit là, dans certains projets, là, ça prend des bassins de rétention à même le terrain, à même le projet, pour participer, si tu veux, là, à l'infrastructure. Mais c'est pas en chargeant continuellement des taxes et des frais supplémentaires, en plus des délais qui sont multipliés, qu'on va arriver à l'abordabilité ou à l'accessibilité. Non. On parle des délais. Mais tu sais, il y a un calcul qui doit se faire. Là. Si dans un arrondissement comme Rosemont, admettons, tu as 2-3 architectes au département d'urbanisme pour pouvoir accepter ou étudier des projets, puis ils en ont une pile ça de haute sur leur bureau, ben c'est sûr que ça va prendre 2-3 ans à faire accepter un projet. Mais peut-être que si on en avait 10 architectes, ben là, ça irait un peu plus vite. Mais ça, c'est des frais supplémentaires. C'est ça. Puis ça va être un fardeau fiscal supplémentaire à se séparer sur tout l'ensemble de la population qui est propriétaire foncier. Mais en même temps, il y a des revenus supplémentaires qui vont se faire avec les taxes. Bon, c'est quand qu'on va atteindre cet équilibre-là? Parce que tant aussi longtemps qu'on n'atteindra pas un équilibre entre la demande et l'offre de logement, ben les prix vont continuer à augmenter. C'est sûr. C'est certain. C'est pas près de descendre. Là. Il y a combien d'immigrants qui est rentré l'année passée? Je parlais avec Mathieu tantôt. Moi, je disais que c'était 1 million. Il me semble que c'était pas ça, 1 million qui est arrivé. En tout cas, on est rendu... 1 million, ça me semble beaucoup. L'année passée. Ouais, non, c'est peut-être 400 quelques mille, là, ou quelque chose comme ça. Là. Peu importe, là. Il y en a pas mal qui sont rentrés. Fait que c'est du monde de plus. Ça va créer de la pression sur la demande. Oui, puis je veux dire, encore là, c'est pas de leur faute à eux s'il manque d'appartements. C'est tout simplement parce que c'est très long de mettre en place un projet d'habitation. Oui. C'est très difficile. Il y a une lourdeur administrative qui s'en arrête de ça. C'est ça, c'est long. Encore une fois, si on se donnait les moyens de nos ambitions, avec plus de gens pour mieux intégrer l'implantation de ces projets-là dans l'aménagement qui est prévu, mais c'est sûr que si on a une équipe de 5 personnes dans une municipalité pour faire ça, c'est pas assez, évidemment. Non, c'est ça. Donc, moi, je souhaite vraiment qu'on se donne les moyens de nos ambitions puis qu'on ouvre la machine, mais pas n'importe comment non plus. Ça me semble plutôt évident. Ouais, c'est clair. Il y avait un point là, rapidement que je voulais aborder. Le temps avance rapidement. On a parlé des balances de vente parce que, tu sais, bon, on parle de valeurs qui ont augmenté et tout ça. On a des financements qui sont plus difficiles en ce moment. Fait que là, c'est parce qu'on en a parlé ce matin dans notre réunion du matin, puis c'était vraiment intéressant comme sujet, les balances de vente. Moi, j'en vois de plus en plus. Oui. Il faut faire attention parce que là, les prêteurs, comme exemple la CHL, tout ça, ils ont changé leurs critères. Puis, fait que, comment tu vois ça, là, comment tu vois ça de ton côté? Avant même qu'on parle là, du vendeur, là, à savoir si oui ou non il va accepter. Ouais. Ça, c'est pas si pire que ça d'arriver à une entente avec le vendeur. Non. Okay? Il faut savoir si le créancier de l'acheteur va l'accepter. Exact. Il va falloir qu'on connaisse le plan de sortie pour maintenant assurer le retour de l'argent au vendeur dans les termes qu'on va avoir négociés. Okay? Ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, moi, je dis souvent qu'une balance de vente ne devrait pas être un plan d'acquisition. Ça devrait être une solution. Ouais. Okay? En ce moment, d'ailleurs, on le vit énormément. C'est du up and down, les conditions de financement. Soit que ça s'améliore, soit ça se détériore. Puis si on arrive au point où notre approbation doit arriver pendant une période de détérioration, bien là, il y a une solution qui peut être la balance de vente. Encore faut-il travailler avec le bon créancier. Ça devrait quasiment même être un critère pour choisir un créancier de la part de l'acheteur. L'acheteur devrait se dire, hey, si pendant ma transaction là, qui va durer 3-4 mois à cause justement des délais de financement, et si les conditions se détériorent, bien, il faut que je travaille avec un créancier qui a la flexibilité de m'offrir une balance de vente ou de m'autoriser une balance de vente. Exact. Parce que sinon, là, il faut tout recommencer. Puis là, ça devient plus compliqué de convaincre un vendeur. Ben moi, un acheteur qui me demande une balance de vente d'entrée de jeu, je lui pose toujours 2 questions. Ta balance de vente, c'est-tu parce que tu n'as pas d'argent ou c'est parce que, tu sais,
tu as un autre projet. Ou, puis, c'est qui va le financer? C'est qui va faire ton financement? Ta balance de vente. Parce qu'il y en a qui m'arrivent avec ça des fois. Là. Oui, mais la balance de vente, là, c'est un privilège qu'on reçoit pour améliorer nos conditions d'acquisition. C'est pas une solution de j'ai pas d'argent. Non, si tu n'as pas d'argent, c'est des partenaires qu'il faut que tu ailles chercher. Exact. C'est pas une balance de vente. Mais non, mais de toute façon, même si le vendeur l'acceptait, c'est plus tard dans le processus que le créancier va la refuser, ta balance de vente. Oui, en plus. OK, parce qu'il va dire, ben non, tu n'as pas l'argent, puis ton plan de sortie n'est pas viable. Donc, ça ne marche pas. Une balance de vente, c'est pas pour ceux qui n'ont pas d'argent. C'est un privilège pour transiger. C'est pour faciliter une transaction, pour faire un deal gagnant-gagnant avec l'acheteur et le vendeur. C'est ça. Un acheteur qualifié qui a de l'argent. J'irais même plus loin. Dans les conditions d'aujourd'hui, avec les prix qui ont vraiment augmenté. Ouais. En fait, pour moi, le prix, c'est pas nécessairement ce qui est affiché sur une fiche descriptive, c'est plutôt la mise de fonds qui est requise. Oui, c'est donc, tu sais, si tu pouvais acheter il y a 4 ans un immeuble avec 400 000 de mise de fonds, puis qu'aujourd'hui, le même immeuble, c'est 900 000, OK, je peux comprendre que le vendeur veut son prix, mais peut-être qu'on pourrait l'aider, puis c'est peut-être même le vendeur qui devrait aller directement de l'avant et dire je suis prêt à faire une balance de vente au lieu de laisser cette demande-là, l'odieux de cette demande-là, à l'acheteur. J'ai 2 transactions comme ça actuellement où c'est le vendeur qui l'a proposé. J'ai fait comprendre le concept de l'apport en argent d'un acheteur, puis ce que la banque est prête à financer. Puis lui-même, il a regardé les chiffres, puis il a dit attends une minute, il n'y a même pas d'hypothèque en plus, le vendeur. Il dit ben là, je vais y prêter, moi. Ben oui, prendre le rôle de la banque. Prendre le rôle de la banque. T'sais, les banques font de l'argent en ce moment, mais pourquoi le vendeur, lui, ne ferait pas de l'argent s'il veut faire la banque? C'est ça. Puis après ça, c'est garanti mur à mur. Là. Ben oui. À moins, évidemment, que l'acheteur a comme projet de stripper l'immeuble au complet. Ouais. C'est sûr qu'il faut s'informer sur la destination que l'acheteur entend donner à l'immeuble. Si ça passe par un projet de strip au complet, je serais peut-être un petit peu plus nerveux de prêter, de jouer le rôle de la banque là, au complet. Sauf si, évidemment, il y a une mise de fonds très, très, très significative sur la table. Mais bon, ça, c'est des cas d'exception. Ouais. Prenons là, des cas où on fait des balances de vente justement pour venir combler le nouveau gap de mise de fonds qu'on avait par rapport à avant, qu'on a aujourd'hui par rapport à avant. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on développe. Tu sais, si tu vas acheter une business aujourd'hui, là, une business, il y a toujours une balance de vente là-dedans. Ouais. Un matin, encore là, on avait un de nos collègues qui soulignait, de nos collègues qui soulignait que la BDC, quand on s'en va plus au niveau commercial industriel, va même exiger que le vendeur donne une balance de vente pour que le vendeur reste exposé au projet. Ouais. Donc, surtout que c'est un transfert d'entreprise, fait qu'un transfert de connaissances et tout ça. Là. Fait que dans les business, c'est plus... c'est vrai. Mais en immeuble, je pense que si on continue à voir les mises de fonds augmenter de cette façon-là, ben il va falloir définitivement que ça commence à faire partie un peu plus de nos us et coutumes, d'offrir une balance de vente à notre acheteur qui est très qualifié, très bon, expérimenté. Puis c'est pas un pauvre, là. Non, c'est ça. C'est juste que c'est abusif, la mise de fonds en ce moment qui est demandée pour la plupart des acheteurs. C'est vraiment abusif. On est dans un drôle de marché par rapport à ça. En fait, c'est un marché qui appelle à la collaboration. C'est un marché où, enfin, vendeurs et acheteurs reviennent ensemble après que le due deal est fini, là, puis qu'on a fini de voir les défauts de l'immeuble, là, puis qu'on a fini de dire qu'est-ce qu'un a fait, qu'est-ce que l'autre n'a pas fait. Exact. Une fois que tout ça c'est réglé, là, ben, on revient une équipe qui s'en va chez le notaire puis qui va réaliser un financement pour faire un deal gagnant, payant. Voilà. C'est dans cette époque-là qu'on est, tout simplement. Good. Hey, merci François. Super intéressant. Le temps file. Donc, comment qu'on pourrait closer ça? Dans le fond, c'est que tu continues de rester dans l'action. Absolument. Tantôt, on a croisé un autre investisseur qui, justement, je l'ai connu pendant que tout le monde allait sur les lignes de côté puis que lui est rentré dans l'action. Bien, aujourd'hui, on parlait de ce deal-là qu'on a fait il y a quoi? 2 ans?
absolument incroyable. Il est très satisfait de son opportunité. Ouais. Je pense qu'il a créé beaucoup de valeur dans cette opportunité-là encore, dans un moment où tout le monde s'était tassé ses lignes de côté. Puis dans un marché où personne n'y croyait, on parle de la chute encore une fois. La chute que tout le monde dit, la chute. Souvent, je veux envoyer du monde là-bas, ils sont comme, la chute. Tout à l'heure, tu vas dire, crime, j'aurais dû y aller, la chute. Le territoire, le corridor de la 50, c'est vraiment sous mon radar. Je trouve que ça se développe très, très bien. Tout comme, évidemment, le corridor de la 15, là, qu'on connaît depuis longtemps. Mais celui de la 50, il faut vraiment l'observer parce que c'est vraiment l'autoroute entre Gatineau et la rive nord de Montréal. Et puis, on voit là, que Gatineau s'en va vers l'est. Ouais. Puis, le corridor de Montréal s'en va vers l'ouest. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de la 50. Je pense qu'il peut y avoir des belles opportunités de terrain. T'en as à vendre, j'en ai à vendre. Ah oui, c'est ça. Il y a des bâtisses qui, ma foi, sont pas chères. Moi, j'en ai eu une opportunité en ce moment à la chute. Je pense que si je te donnerais le terrain, tu serais même pas capable de reconstruire ce coup-là. Par porte. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Il y a quelque chose là-bas qui se passe, puis il y a des locataires. Les marchés sont à parité. C'est pas parce que c'est la chute que c'est moins bon de Montréal. Au contraire. Ben oui, c'est ça. Moi, je dis tout le temps aux gens, parce que les gens, ils ont peur des valeurs locatives. En fait, souvent, c'est ça, là. Ils ont peur des valeurs locatives, puis là, le monde, il croit comme pas aux valeurs locatives. Ça existe encore, ça, des gens qui croient plus aux valeurs locatives. Tu vas me dire que quelqu'un qui a un immeuble avec une moyenne de loyer à même pas 1200 $ par mois, tu crois pas à ça, toi? Moi, je pense que ça va être 1500 dans 2 ou 3 ans. Minimum. Oui, c'est ça. Petit je loue un 5,5 à la chute 1380. Pas dans le neuf, là. Fait que le neuf, fait que bref, tout ça pour dire que... Encore là, on revient dans le neuf. Pour un investisseur, liberté d'action, dans le cadre réglementaire, pas de soucis. Oui, c'est ça, exact. Pas de soucis. Puis en même temps, c'est ça que ça coûte aujourd'hui pour habiter là. Puis après ça, tout le monde est heureux. Exactement. Ils sont super contents. Il y a un super beau logement. Le logement qui a été super bien rénové d'ailleurs, là, avec une belle petite cour, puis tout. Ils peuvent élever leur famille. Tout fait du sens. Fait que bref, les valeurs locatives sont là. Continuez de nous suivre. Merci François. Fait plaisir. Toujours agréable de discuter avec toi. Fait qu'on manque de temps, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je te réinvite. Ben oui, on reviendra part 2 la prochaine fois. Part 2. Cool. Good. Fait que si vous avez aimé le podcast, là, vous pouvez aller voir ça sur YouTube, Spotify, puis dans tous les bons réseaux sociaux près de chez vous.